Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à votre plateau Le Duel de ce dimanche 16 février 2025 qui met en opposition deux acteurs politiques pour ce dimanche. Oui, nous avons Lukman Tidjani qui a répondu à notre invitation. Monsieur Lukman Tidjani, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Moussa. Bonjour aux amis téléspectateurs. Très bien. Lukman Tidjani, membre donc du bloc républicain Le Cheval Blanc Câblé. Merci d'être là. En face de vous, nous avons Ruben Abadagan. Ruben Abadagan, bonjour. Bonjour, monsieur Théodule, et je salue les téléspectateurs de télé. Très bien. Ruben Abadagan, membre donc du bureau national du parti FCBE. Nous allons aborder deux sujets ce dimanche. D'abord, la question sur la lutte contre la corruption. Le Bénin fait des espoirs, fait des progrès. Il faut le noter, depuis 2016, la lutte contre la corruption a pris une tournure de réforme basée sur une revisite des habitudes qui vise à limiter le phénomène qui constitue une gangrène qui ronge bien sûr le pays. Aujourd'hui, cette lutte porte ses fruits. Le Bénin est bien vu, 69e sur 180 pays et 7e en Afrique. Une place discutée de force avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal, selon le rapport donc de Transparency International. La première question, c'est bien sûr à monsieur Abadagan. Dites-nous, quelle étude faites-vous donc de cette performance du Bénin dans le domaine de lutte contre la corruption au plan international? Non, déjà, il faut noter que le rapport de l'ONG Transparency International note que notre pays, le Bénin, a eu à faire des efforts en matière de lutte contre la corruption. D'ailleurs, nous sommes classés au plan africain à la 7e place. Et au plan international, le Bénin est logé au plan international à la 69e place. Donc nous avons quitté la 70e place au plan mondial international pour la 69e place. Ce qui montre déjà qu'il y a eu des efforts, il y a eu les réformes qu'il y a eu quand même pour faire reculer ce phénomène ont commencé par porter leurs fruits. C'est à saluer, mais attention, il faut faire attention à toute forme de triomphalisme, à toute forme de suffisance, parce que nous savons tous que le phénomène de la corruption ne date pas d'aujourd'hui. Les gouvernements qui se sont succédés depuis la cession de notre pays à l'indépendance, à la souveraineté internationale de Hubert Maga, en passant par Kérékou 1, Kérékou 2, le président Soglo, le président Bouni Yahi, au président Patrice Talon, chaque gouvernement a toujours fait de la lutte contre la corruption une priorité. Mais il faut reconnaître que le phénomène a la peau dure. Et malgré les mesures, les batteries de mesures qui sont prises pour dissuader les cadres, malgré la sensibilisation, la prévention, on continue toujours de noter qu'il y a des compatriotes qui n'ont pas ce respect de ce qui est du bien public et continuent toujours à détourner les fonds publics, à se faire corrompre, à utiliser leur position pour des trafics d'influence et autres. Donc, oui, il y a des efforts qui ont été consentis, les réformes, notamment la dématérialisation du service administratif, la dématérialisation du service financier, parce que lorsqu'il y a moins de contact entre l'usager et le récepteur, il y a moins de risques de corruption. Donc, avec les e-services où aujourd'hui n'importe qui peut payer son impôt directement en ligne, peut faire les demandes des pièces administratives directement en ligne, ça permet quand même le contact et ça réduit les risques de corruption. Il faut dire que la corruption est un phénomène qu'il faut combattre parce que ça ne permet pas le développement économique d'un pays et il ne peut avoir croissance dans un pays gangréné par la corruption. Donc c'est un combat de tous les jours. Oui, il y a eu des efforts qui sont faits aujourd'hui. Il faut continuer la sensibilisation, il faut continuer la prévention pour que d'ici 2060, que le Bénin occupe la place du Danemark, qui est aujourd'hui à la tête du rapport de Transparency International en matière de lutte contre la corruption. Et je l'ai dit,
attention, nous sommes notés à 45 sur 100. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore atteint la moyenne. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Donc, doucement, ne tombons pas dans la suffisance. Évitons toute forme de triomphalisme. La lutte contre la corruption, il faut l'intensifier. Il faut consolider les mécanismes existants et il faut aller à la sensibilisation, surtout à la sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons le haut commissaire de la prévention, de lutte contre la corruption. Voilà, il faut aller sur le terrain, il faut sensibiliser dans les écoles, dans les administrations, pour quand même moraliser l'administration de notre pays. Il en va du développement de notre pays, le Bénin. Merci à vous, Monsieur Ruben Abadagan. Monsieur Lukman Tidjani, oui, Monsieur Abadagan vient de présenter le tableau, mais au départ, et il en est de même pour les gouvernements passés, pourquoi il y a cette résistance à tous les niveaux par rapport à cette lutte de corruption. Contre la corruption, en 2016, par exemple, quand le président Patrice Talon était là, eh bien, il y a eu, quoi qu'on dise, de la résistance au niveau, à certains niveaux, je vais dire. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ces résistances? Les gens n'y croyaient pas véritablement. Non, je pense que la lutte contre la corruption, c'est d'abord une question de culture et d'éducation. Longtemps, nous avons, c'est vrai que dans nos écoles, que ce soit l'école nouvelle ou l'ancienne école, on a tout le temps appris aux citoyens que le bien public est un bien qui s'entretient. Mais malheureusement, dans la culture collective, on se disait que le bien public, c'est un bien, c'est un gâteau auquel tout le monde est invité à tirer sa part. Malheureusement, c'était la culture, c'était la perception qu'on avait du bien public. Après, on s'est rendu compte que cette perception n'est pas forcément la bonne parce qu'il est inconcevable qu'une minorité s'accapare du bien public. Il est inconcevable que des agents ou des fonctionnaires ou des citoyens profitent de leur position pour se soustraire à une gestion rigoureuse du bien public ou profitent de leur position par des stratagèmes pour s'enrichir illicitement, pour piller les caisses de l'État ou détourner des ressources publiques. Et les dynamiques de population, les générations succédant après, on s'est dit il est important de mettre fin à cette lutte contre la corruption. Mais nous n'avons pas pu, les dernières années, nous n'avons pas pu mettre l'accent sur deux choses. La rigueur, à travers la lutte contre l'impunité, et l'exemplarité. La rigueur parce que nous nous sommes dotés depuis des années d'un arsenal juridique qui sanctionne, qui stipule que les cas de corruption, de malversation, de détournement devraient être sanctionnés. Nous nous sommes dotés aussi d'un concursus d'institutions. Vous vous souvenez de la cellule de la lutte contre la corruption. Vous vous souvenez de tout le tapage que les relations de la société civile faisaient à leur niveau. Je pense à Alcré, je pense au FONAC, dans la lutte contre la corruption. Mais nous n'avons pas pu, après les dénonciations, pu sévir comme il fallait le faire. Il y avait de l'impunité, il y avait peut-être des hommes qui se réfugiaient derrière leur casquette politique, qui se réfugiaient derrière des considérations parfois culturelles pour échapper à cette rigueur-là, à cette fonction-là. Ensuite, nous avons eu des dirigeants qui m'en excusent à divers niveaux, qui ont manqué de grande exemplarité. Par exemple, qu'est-ce que vous avez dit? Oui, de grande exemplarité. Quand vous écoutez très jeune cette bout d'un président qui demandait si quelqu'un a perdu son argent, alors qu'on avait retrouvé des centaines de millions chez un citoyen, il y a un problème. Quand vous trouvez un chef d'État qui rend visite à des entrepreneurs, que des entrepreneurs clament à haut 10%, route petit, quand vous rencontrez un chef d'État qui, de par sa pratique, ouvre le van à la corruption, ou le van à un certain nombre de pratiques, parce que la corruption est liée par exemple au concours frauduleux, la corruption est liée au népotisme, la corruption est liée à un certain nombre de faits, et que les dirigeants ne font pas preuve d'exemplarité, c'est normal qu'au niveau du citoyen lambda, au niveau du cadre de l'administration, on se dit quand je vais le faire, on va juste crier,
Les organisations de la société civile vont venir sur les plateaux, ils vont dénoncer, mais après, par des stratagèmes politiques, ethniques, nous allons nous échapper. Mais depuis 2016, il faut avoir peur de le dire, que non seulement on a renforcé cet arsenal juridique, on a mis en place des institutions qui aujourd'hui montrent plus leur efficacité, ne sont pas dans le saupoudrage, ne sont pas dans l'exhibitionnisme, mais montrent leur efficacité. Et on a, à travers cette rigueur-là et cette discipline, on a commencé par travailler sur la culture, sur la mentalité du Béninois. Aujourd'hui, quand on vous dit que quelqu'un a détourné, les gens demandent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Avec tout ce qu'on fait, avec tout ce qui se passe, celui-ci détourne encore. Alors qu'avant, quand on disait que celui-ci a détourné, on dit, bon oui, c'est arrivé, c'est grave. On va avoir misérité. Oui, aujourd'hui, il y a la criette, il y a la peur d'une institution, d'un arsenal juridique, d'un corpus juridique qui sévit. Et le législateur, au-delà du législateur, le pouvoir judiciaire aussi est rentré dans la danse. Aujourd'hui, le pouvoir judiciaire est intransigeant sur cette question de lutte, sur cette question de corruption. Vous voyez, aujourd'hui, on ne fait pas preuve de laxisme, on traite les dossiers avec dextérité, on traite les dossiers avec impartialité. Les gens qui sont plus ou moins soupçonnés de corruption dans un délai très court, ils sont devant les juridictions, ils répondent de leurs actes, ils clarifient les soupçons qui sont portés sur eux, et la sentence est connue aujourd'hui. Et le législateur aujourd'hui a fait le choix, le judiciaire a fait le choix aujourd'hui d'aller vers la sentence plus ou moins maximale. On n'est plus dans la légèreté, ce qui fait qu'aujourd'hui même, tout le monde aujourd'hui a peur. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, le classement que nous avons aujourd'hui, même si ce classement ne venait pas et que vous demandez au commun des Béninois, qu'est-ce qui se passe en matière de lutte contre la corruption, on vous dira qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits et qu'aujourd'hui, le Bénin est un pays dans lequel, au-delà des tambours, la lutte contre la corruption est une effectivité, quoi qu'il y ait encore des éléments sur lesquels il est important de travailler dans les prochaines années. Mon ami l'a dit tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui a été mis en place, la dématérialisation, la réduction du contact entre les citoyens pour les questions monétaires. Je pense que ça a vraiment contribué aussi à réduire un peu et à fermer les poches de corruptibilité qui existaient dans notre pays. Oui, monsieur Abadagan, à écouter monsieur Loukman tout à l'heure, il a cité quelques exemples d'anciens responsables au péché dans ce pays qui ont eu à faire des déclarations. Mais quand on fait une étude comparée, juste après, je dirais bien avant, le président Patrice Talon, c'est bien sûr le parti FCBE qui a dirigé ce pays. Est-ce que vous vous retrouvez, par exemple, dans ces phrases, ou comment est-ce que vous voyez la lutte aujourd'hui en faisant une étude comparée de comment est-ce que cette lutte a été menée au temps où la FCBE était au pouvoir? Oui, monsieur Théodule, c'est le piège que je disais tout à l'heure, qu'il faut qu'on évite de tomber dans ce piège. Vous savez, chaque gouvernement qui arrive est conscient des dégâts de la corruption et dans l'administration publique et dans le privé et dans le domaine, parce que la corruption ne concerne pas que l'administration, il y a la justice. Lorsque vous êtes dans un pays et vous savez que lorsque vous avez un contentieux avec plus riche que vous, plus influent que vous, de toute façon, lorsque vous irez devant les tribunaux, le juge dira le droit. Vous voyez, vous êtes à l'aise et vous êtes heureux d'appartenir à un pays où, même lorsque vous n'avez pas les mêmes moyens que celui avec qui vous avez un contentieux, le juge dit le droit. Vous voyez, donc, en réalité, chaque gouvernement, depuis l'accession de notre pays à la souveraineté, essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons eu des marches vertes en 2007, si je ne me trompe. Donc, le gouvernement passé a aussi eu à faire des efforts dans ce sens. C'est cette marche verte qui a été quand même critiquée au regard de tout ce qui a été fait. Oui, non, vous savez, ça ne manque pas. Lorsque vous êtes au pouvoir... Peut-être qu'il n'avait pas porté ses fruits comme on l'aurait escompté. Non, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que c'est vrai, nous avons eu à faire des progrès. Oui. Mais il faut éviter tout triomphalisme. Il faut éviter de se dire c'est bon, nous avons réussi. Non, puisque la lutte contre la corruption, c'est un combat de tous les jours.
C'est un combat de tous les jours. Et lorsque vous prenez l'indice de perception de la corruption 2024. Voilà, 2024, l'ONG s'est basée sur les données de la Banque mondiale et Forum économique et autres. Mais la corruption ne concerne pas seulement que le secteur public, il y a le secteur privé. Vous voyez, donc en réalité, ce serait un piège de commencer à faire des comparaisons entre ce que Maga a fait, ce que Kérékou 1 a fait, ce que Kérékou 2 a fait, ce que Soglo a fait comme lutte en matière de corruption et ce que le président Boni Yahi a fait et ce que le président Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous constatons que le gouvernement a mis en place des réformes. Je l'ai dit tout à l'heure, la dématérialisation du service administratif a sûrement joué un rôle dans ces chiffres que nous avons aujourd'hui. Donc, il faut aller loin. Vous voyez, il faut aller loin. Et aller loin, ce n'est pas de rester dans une position de suffisance. Il faut aller sensibiliser nos élèves. Aujourd'hui, c'est vrai, dans les curricula de nos enfants, il y a des cours de civisme où on enseigne à nos enfants qu'il ne faut pas toucher l'argent de l'État, l'argent du contribuable, qu'il faut éviter la corruption, qu'il faut respecter le bien public. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Pourquoi ne pas mettre des pancartes dans nos établissements publics? Pourquoi ne pas faire de ces cadres qui ont été jugés pour avoir détourné du bien public, qui ont été jugés pour avoir été corrompus, pour avoir fait des blanchiments des biens publics, pourquoi ne pas exposer cela, des pancartes, pour dissuader ces cadres-là qui sont encore tapis dans l'ombre et qui, jusqu'ici, ils profitent de leur position pour détourner les projets. Parce que vous voyez, la corruption, je l'ai dit tout à l'heure, ça empêche le développement économique d'un pays. Imaginez un bailleur, un investisseur qui est venu et qui veut amener de l'eau dans un village. Et parce que la corruption gangrène notre administration, par des jeux de pots de vin et autres, on remet le marché à une entreprise qui n'a pas les qualités, qui n'a pas le matériel, les ressources humaines pour faire le travail. 2 ans, 3 ans après, on constate que ce projet n'a pas été livré. Et qui sont les premiers qui sont impactés? C'est la population. Donc, il faut sensibiliser les gens pour dire la lutte contre la corruption, c'est une lutte qui nous concerne tous. Pas seulement que le secteur privé, pas seulement que l'administration, mais ça concerne l'ensemble des Béninois. Et il faut éviter de faire les comparaisons entre ce qui a été fait dans le passé et entre ce qui a été fait aujourd'hui. Un autre gouvernement viendra après le président Patrice Talon et doit continuer dans ce sens pour que demain, que nous soyons noté à 60, à 70 et pourquoi pas à 90 comme le Danemark aujourd'hui. Donc c'est de ça qu'il s'agit et donc faire des comparaisons. Est-ce que vous partagez l'avis, le même avis que M. Ruben qui vous parle, qui ne voudrait pas qu'on fasse de comparaison, M. Lemoine? Je comprends l'aveu, hein, je comprends subtilement, c'est pas un aveu. L'aveu de mon ami, non, parce que pas un aveu, de 2006 à 2016, c'est l'Alliance FCBE, le parti FCBE, d'une manière ou d'une autre, qui a dirigé. Je comprends que vous n'avez pas envie de... Aujourd'hui, vous avez peur du aujourd'hui, ce n'est plus les forces, c'est la force colique. Oui, donc aujourd'hui, nous sommes partis politiques. Vous avez peur que dans ce que vous appelez triomphalisme, nous reconnaissions le leadership du président Patrice Talon. Que nous reconnaissons qu'il a eu un leadership qui a tranché avec les habitudes de ses prédécesseurs. Il faut le reconnaître. Vous avez parlé de la marche verte. On n'a pas fait de marche verte depuis 2016. On n'a pas eu besoin de faire de marche verte. On n'a pas eu besoin de crier sur les toits. On n'a pas eu besoin de se promener, de dire je fais ci, je fais ça. Il y a eu un leadership transformationnel au niveau du chef de l'État. Ça, il faut le reconnaître. L'autre chose qu'il faut reconnaître, c'est la rigueur. Vous souvenez-vous quand on a mis en place la criette dans ce pays? Tout ce qui a été dit, comment est-ce qu'on a vilipendé cette cour-là? On a estimé que c'était une cour d'exception, qu'il ne fallait pas mettre cette cour dans un régime démocratique. On a dit que c'était une cour qui devait traquer, qui était venue pour traquer ceux qui n'étaient pas en phase avec le régime. On a vilipendé cette criette-là. Aujourd'hui, les résultats sont là. On a un national juridique fort qui a accompagné le leadership du chef de l'État, qui a accompagné sa volonté dans la lutte contre la corruption. Il faut accepter ça, il faut reconnaître ça. Que si par le passé, on avait
pu trouver les bons moyens pour le faire, on aurait pu le faire. L'autre élément que nous oublions d'aborder lorsqu'on parle de la lutte contre la corruption, c'est les résultats des réformes politiques. N'oubliez pas que dans la lutte contre la corruption aussi est liée au positionnement des cadres dans les secteurs, que ce soit dans l'administration, dans le positionnement des entreprises ou des acteurs politiques, dans les marchés ou dans les marchés publics. Aujourd'hui, les réformes politiques ont fait que nous n'avons pas de micro-partis politiques. Aujourd'hui, les acteurs qui viennent, qui sont en politique, s'immiscent de moins en moins dans l'exécutif. Parce que chaque acteur politique, chaque entité politique a son couloir dans lequel il reste. Aujourd'hui, les intérêts des acteurs politiques ne se mêlent pas aux intérêts du peuple, ne se mêlent pas aux ambitions de l'exécutif de travailler, de mener à bien son programme d'action du gouvernement. Il y a eu tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est plus des acteurs politiques qui font des chantages au chef de l'État pour être nommés à des postes de responsabilité et ouvrir des poches de corruptibilité. C'est aussi une forme de corruption. Oui, c'est des chantages. Quand on les nomme, on vient être nommé à des postes de responsabilité. On ouvre des poches de corruptibilité. Quand on est nommé, c'est des femmes qu'on fait venir tout le temps sous des bâches de 8h à 17h. On leur partage de l'argent, on leur partage de l'eau pour remercier le chef de l'État. Ce que le leadership de 2006 à 2016 aimait bien, il s'en réjouissait. Ce n'est pas aujourd'hui, on n'a pas un leadership qui demande aux gens de venir faire le rang devant le palais. On n'a pas un leadership... Ne me dites pas que lorsque un ministre qui a été nommé, qui retourne voir les siens pour remercier le chef de l'État, qui a fait confiance en choisissant un fils du terroir à un tel pot de responsabilité et une corruption. Je suis désolé. Je suis désolé. Ne me dites pas qu'il s'agit. Je ne me dites pas qu'il s'agit d'une corruption. Ça a ouvert des postes de corruptibilité. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Restons dans le débat. Restons dans le débat parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, n'allons pas dire que de 2016 à aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu des cas de détournement. Nous avons connu l'affaire Carlos où plus de 4 milliards de nos francs CFA ont disparu. Vous connaissez la sentence? C'est toujours sous talon. Il y a eu la dernière fois, il y a un directeur départemental de l'Atlantique qui est épinglé toujours dans une affaire de corruption, de malversation et autres. Donc, le phénomène existe. C'est pour ça que je dis de ne pas tomber dans le piège du triomphalisme, de ne pas tomber dans le piège de la suffisance. Et dire que oui, nous avons mis en place des réformes. Oui, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas dans le nihilisme. Non, je suis désolé. Je vous demande juste de reconnaître le leadership aussi. Je l'ai dit. Okay. Je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai pris la parole. J'ai souligné les réformes qui ont été prises et les impacts que ces réformes ont eu sur l'indice. Oui, mais je l'ai dit. Et j'ai dit de ne pas tomber dans le piège du triomphalisme parce que malgré ces réformes, malgré les lois qui ont été mises en place, malgré le haut commissaire de la prévention de lutte contre la corruption, on continue toujours de déplorer des cas de détournement, de corruption et autres. N'ayons pas peur de dénoncer. Le phénomène à la peau dure. Nous allons l'écouter. Vous allez reprendre la parole. C'est vrai que vous avez arraché la parole. Alors, allez-y, monsieur Rivière. Non, c'est pour dire quoi. Oui. C'est pour dire quoi. Si nous devons utiliser ce rapport, d'accord, que moi, je félicite le gouvernement pour ce travail d'assainissement dans l'administration publique. Je l'ai dit, je ne suis pas dans le nihilisme. Il y a des efforts qui ont été consentis. Mais évitons le piège des reprises politiques, évitons le piège de la suffisance, évitons le piège du triomphalisme. Parce que dans nos administrations, il se cache encore des cadres qui ne ménagent aucun effort pour profiter du bien public. C'est un piège. Et tant qu'il reste à faire, évitons de faire des comparaisons, évitons la suffisance, évitons le triomphalisme. Travaillons pour améliorer cette notation qui, pour le moment, nous sommes encore à 45%. Nous n'avons pas encore atteint la moyenne qui est de 50 sur 100. Donc, travaillons pour que dans 10, dans 5 ans, les gouvernements qui vont arriver après ce régime puissent améliorer l'indice de corruption, de lutte contre la corruption au Bénin, pour que nos enfants puissent vivre dans un pays où le respect du bien public est une obligation morale. Donc, ne tombons pas dans le piège des reprises politiques, des comparaisons
entre gouvernement... Vous l'avez répété à oui, suffisance. C'est important. C'est juste de vous dire qu'il faut travailler pour que dans 5 ans, 10 ans, nous puissions avoir des résultats plus probables. Pour travailler, pour avoir des résultats plus probables, il faut avoir le courage de dénoncer ce qui n'a pas marché par le passé et de reconnaître... Et de dénoncer aussi ce qui se passe aujourd'hui. La corruption existe toujours dans notre cadre. Je ne vous dénie pas le droit. Je ne vous dénie pas le droit de dénoncer, vous l'avez dit. Je ne vous dénie pas le droit de montrer qu'il y a encore des efforts à faire. Je l'ai dit, mais permettez aussi qu'on dénonce ce qui a été fait par le passé, qui a fait que... Parce qu'il ne faut pas oublier d'où nous venons. Il faut qu'on dénonce ce qui a été fait par le passé et qu'on reconnaisse ce qui est fait aujourd'hui et qu'on demande que ce qui a été fait par le passé ne soit pas reproduit, ce que nous avons appelé passé honteux, que ça ne se reproduise pas et que nous renforçons davantage ce que nous sommes en train de faire pour avoir ces progrès-là. Et je dis, la lutte contre la corruption est aussi une question de leadership, de leadership, d'exemplarité au plus haut niveau. Et depuis 2016, nous le voyons aujourd'hui. Nous ne l'avons pas vu il y a 10 ans avant 2016. De 2006 à 2016, moi, je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui, nous avons un leadership qui imprime sa marque, qui imprime la rigueur, qui imprime la ténacité dans l'assainissement du bien public, dans la réduction du train de vie de l'État. Nous avons aujourd'hui un leadership politique au niveau des partis politiques qui font qu'aujourd'hui, on ne gaspille pas les ressources politiques. Les acteurs politiques, les cadres des partis politiques ne sont pas tout le temps dans le folklore, ne sont pas dans l'exhibitionnisme, en utilisant des ressources dont on ne connaît pas la provenance. Les militants aujourd'hui n'affèlent pas les acteurs politiques pour dire il faut organiser des meetings tous les mois, il faut organiser des sorties. Les mesures qui sont mises en place au niveau du gouvernement, aujourd'hui, dans les mesures qui sont mises en place, on fait preuve d'impartialité. On est dans l'inclusivité. Vous vous souvenez de tout ce qui se faisait avec les microcrédits aux plus pauvres. Vous vous souvenez de tout ce qui se faisait avec les programmes pour les emplois des jeunes. Aujourd'hui, on ne fait pas du folklore. On réduit davantage les actions ou les activités qui peuvent être des sources de corruption, qui peuvent être des sources de détournement, et on se focalise sur l'essentiel, sur ce qui est efficace, ce qui est efficient. Et ça, c'est un leadership qu'il a imprimé. Et il faut le reconnaître, il faut le saluer, et demander à ce que, après 2026, le leadership qui devrait venir, devait s'inspirer de ce... S'il vous plaît, je peux aller... Vous aurez la parole tout à l'heure, monsieur Rebelle. Nous demandons que le leadership qui vient après 2026 puisse s'inspirer de ces résultats, tout en sachant qu'il y a encore des poches, qu'il y a encore des oasis de corruption sur lesquelles il faut taper, il faut agir. C'est ce que je dis. Reconnaissez cela. Vous avez critiqué au début du régime les structures qui ont été mises en place, les mécanismes qui ont été mis en place. Aujourd'hui, vous saluez les succès, vous nous demandez de ne pas être dans le triomphalisme. Nous sommes dans une satisfaction mesurée, tout en reconnaissant d'où est-ce que nous venons, et nous appelons davantage à ce que ceux qui veulent parler d'alternance en 2026 ne nous trompent pas et qui nous donnent la garantie que le leadership que nous aurons en 2026 n'est pas un leadership qui nous plongera dans ce passé. Oui, monsieur Loukman, il faut peut-être, je ne fais pas l'avocat de monsieur Ruben, lui-même il est là pour se défendre, mais oui, aujourd'hui il ne voudrait pas porter toute la responsabilité. Parce qu'il a dit par le passé, ce sont les Foscori. Aujourd'hui, c'est la Foscori. Foscori pour aider les gens. Moi, je parle du leadership. Je parle du leadership que j'ai eu de 2006 à 2016, qui a montré ses preuves et qui aujourd'hui, on a un leadership aujourd'hui qui est plus efficace. Oui, mais vous savez, c'est ça le piège dont je parle. Il n'y a pas de piège. C'est ça le piège du triomphalisme. Se satisfaire de faire. Parce que de 2016 à aujourd'hui, il n'y a pas manqué de scandales de corruption. Nous avons même récemment, nous avons eu des cas de corruption où la justice a sanctionné d'une peine de 30 ans un cadre de l'administration qui a détourné 4 milliards. C'est sous le régime. Oui, il y a eu la sanction. Et de la même manière. La justice a sanctionné de la même manière. Nous avons eu des préfets qui ont eu des difficultés avec la justice pour des affaires domaniales, qui ont été sanctionnés, mais pas à la même occasion, qui ont eu des situations atténuantes. Et toutes ces choses-là, oui, toutes ces choses, lorsque le citoyen regarde, observe, il se dit, mais ce n'est pas encore ça. Donc, il y a des choses à améliorer. C'est pour cela que je dis de ne pas tomber dans le piège du triomphalisme, parce que pour le moment, oui, il y a eu une nette amélioration. Merci beaucoup. Au niveau africain, le Bénin est placé à la 7e place en matière de lutte contre la corruption. Le gouvernement qui viendra héritera d'un pays quand même sur le plan de la corruption, quand même bien. Donc, continuons à améliorer l'acquis plutôt que de faire des comparaisons entre
les régimes qui se sont succédés. Est-ce que vous êtes gêné dans les comparaisons? Je vous le contacte ce matin. Je vous le contacte ce matin que vous êtes gêné dans les comparaisons et on va évoluer alors. Parce que ici, nous sommes, c'est la FCBE. Moi, j'ai une opposition républicaine. Contrairement à d'autres forces politiques de l'opposition, la force corrupte pour le Bénin émergent est différente alors, une question de l'Alliance, les forces corruptes pour le... Donc, faut pas... Je comprends alors. Monsieur Abadagan, alors, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, on doit en être fier, on doit être vraiment fier des résultats que nous avons obtenus aujourd'hui, qui est, je dirais, la résultante de tous les efforts de tous les pays. Naturellement, tout en gardant à l'esprit que ce n'est que le début. Je vous l'ai dit, la lutte contre la corruption, c'est un combat de tous les jours parce que c'est un phénomène qui a la peau dure. C'est un phénomène qui a la peau dure et il faut frapper. Et il faut protéger aussi les lanceurs d'alerte. Il faut protéger les lanceurs d'alerte parce que c'est ceux-là qui sortent l'information. Il faut avoir un mécanisme pour protéger, un mécanisme juridique pour protéger les lanceurs d'alerte. Et il faut travailler à ce que ces cadres-là soient repérés, dénoncés et jugés. Parce que lorsque vous parlez de prévention, de sensibilisation, il faut frapper aussi pour que les plus jeunes puissent se dire attention, au Bénin, les choses ont changé. Attention, on ne peut plus continuer à prendre l'argent de l'État à des fins personnelles impunément. Parce que c'est comme ça, et ce n'est qu'à ce prix que les PTF, les partenaires techniques et financiers, les bailleurs, les investisseurs viendront au Bénin investir parce qu'ils se diront que au Bénin, la justice, elle est libre, elle est indépendante, elle ne se fait pas manipuler par le pouvoir de l'argent, par les pots de vin. Lorsque vous prenez le gouvernement, le cadre de l'administration, quand même, il y a un assainissement à ce niveau. Et ça incite les opérateurs économiques à venir. Donc, c'est ce qu'il faut accentuer. Il faut accentuer et ne pas rester dans une position de suffisance. Voilà, le plus dur est fait, d'autosatisfaction, parce qu'il reste encore beaucoup à faire pour assainir l'administration et même dans le privé. Et c'est pour cela que je demande à la haute gros commissariat de prévention contre la corruption d'associer le secteur privé dans sa lutte pour que nous puissions avoir demain quand même des cadres aguerris, des cadres qui respectent le bien public et que la corruption, c'est vrai, zéro corruption n'existe nulle part au monde, mais que la corruption recule de jour en jour. Nous allons écouter M. Lukman Tigani sur la question évolue et M. Lukman, votre avis Puisqu'on me demande de ne pas être satisfait ou que les motifs de satisfaction que je présente sont pris comme de l'autosatisfaction, moi je reste juste confiant que nous avons commencé un travail depuis 2016 et qu'il est important que ce travail-là continue. Qu'à travers l'éducation, que nous imprégnons acteurs politiques, acteurs ou citoyens à différents niveaux de responsabilité, que nous imprégnons à travers l'exemplarité, à travers nos comportements, une dynamique nouvelle qui nous renforcera davantage dans la lutte contre l'impunité, dans la lutte contre la corruption et qui ferait en sorte que ce pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, nous puissions davantage nous réjouir et que les pratiques de par le passé qui nous ont empêchés d'évoluer, que ces pratiques-là puissent être bannies. C'est de notre responsabilité en tous. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, vous avez dit qu'il faut impliquer tous les acteurs. Ce n'est pas forcément un travail qui doit se faire seulement au niveau des gouvernants, mais aussi au niveau des acteurs du secteur privé, au niveau de la population elle-même, que nous travaillons. C'est aussi notre rôle en tant que parti politique voilà, de travailler au niveau de nos militants, au niveau des populations, pour leur faire comprendre que la corruption est un frein pour le développement. Leur faire comprendre à un moment donné, lorsque le législateur ou le décideur décide de prendre des mesures pour taper, voilà, pour sévir des cas de corruption, des cas de détournement, que ce n'est pas forcément une chasse aux sorcières, ce n'est pas forcément une volonté de nuire ou de mettre hors d'état d'action ceux qui ne sont pas forcément avec nous, et que
à tous les niveaux, à tout moment de notre vie politique, à tout moment de notre vie en tant que pays, nous puissions mettre davantage la responsabilité et la redevabilité devant. Tous ceux qui dirigent à un moment donné doivent être en mesure de rendre compte. Tous ceux qui sont à des postes de responsabilité, tant qu'il y a soupçon, tant qu'une personne vient soupçonner, il faut que ces gens-là comprennent qu'il y a un cadre, qu'il y a une justice qui est indépendante, qui travaille davantage à renforcer sa crédibilité, à renforcer son indépendance devant laquelle ils doivent répondre de leurs actes et suivre les peines de la loi. Et moi, je renchéris en demandant aux législateurs de mettre en place un cadre légal qui exige à toute personne nommée à un poste de responsabilité de déclarer ses biens, même au niveau de l'administration, pour qu'on puisse quand même avoir un œil sur quand même ce que chaque citoyen amasse à un poste de responsabilité. Même les chefs services. Même les chefs services, oui, pour pouvoir quand même pour pouvoir assainir l'administration. Je suis d'accord. Et nous avons commencé aussi depuis un certain nombre d'années à renforcer aussi la lutte contre le blanchiment d'argent, parce que c'est aussi des couloirs de corruption, c'est des couloirs dans lesquels les ressources de corruption vont, et que nous fermons aussi davantage les couloirs de communication ou de transport qui existent entre notre pays et les paradis fiscaux. C'est des éléments sur lesquels nous devons travailler pour les prochaines années. Merci à vous, chers invités. Je rappelle que nous avons ici en studio sur ce plateau Loukman Tidjani du Bloc républicain et Ruben Abadagan de la FCBE. Nous allons aborder le second sujet. Force est de constater qu'à la fin de mandat constitutionnel des chefs d'État, des situations d'un éventuel mandat se posent, une situation d'un troisième mandat se pose, tout au moins le doute plane, soit parce que le président sortant aurait affiché, je dirais, des velléités de briguer un troisième mandat, ou ses partisans lui auraient poussé tout ceci au détriment des mécanismes et instruments juridiques mis en place par le pays, même les organisations internationales. La question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir, est-ce que la quête du troisième mandat en Afrique est-elle si antidémocratique? Monsieur Ruben Abadagan, la question vous est adressée. Oui, je crois qu'aujourd'hui, notre communauté n'est plus une communauté uniquement économique, elle est économique et politique. Donc, à un moment donné, nous nous sommes accordés à respecter quand même un certain nombre de choses au sein de notre communauté. Parce que oui, au début, l'idée était l'intégration économique pour permettre aux populations de la communauté de pouvoir circuler librement au sein de la communauté. Après, nous avons compris que pour parler développement, pour parler développement dans la communauté, il faut aller à la stabilité. Et qui dit stabilité dit quand même la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la stabilité politique au niveau de chaque État membre de la communauté. D'où nous sommes passés d'un simple communauté économique à une communauté économique et politique. Donc, force est de constater que au sein du groupe, il y a dans certains pays où l'alternance au pouvoir continue toujours d'être difficile. Donc, est-ce que c'est si difficile? Est-ce que ce sont les tests ou bien ceux qui sont difficiles à appliquer, ou que ce sont les hommes qui ont des difficultés à comprendre les tests qui sont non, mais en réalité, on constate que il y a certains qui ont la peur de perdre le pouvoir, qui ont peur de perdre le pouvoir et qui se disent il faut que je m'accroche, il faut que je m'accroche. Et dès que vous avez peur de laisser le pouvoir, vous êtes tenté par des révisions opportunistes, vous êtes tenté par des modifications de la Constitution pour briguer un troisième ou un quatrième mandat. Ce qui amène des instabilités et d'instabilité en instabilité, de coup d'État institutionnel en coup d'État institutionnel. Nous avons commencé par noter des coups d'État militaires dans la communauté. Et donc, il est important pour chaque État membre de la communauté de travailler à respecter l'alternance, la question de la limitation des mandats. Parce que ce n'est que comme ça, que nous allons réduire les crises
au sein de la communauté et permettre à notre communauté de parler développement économique, de parler monnaie unique, de parler libre circulation des biens et des personnes. Mais tant que au sein de la communauté, il y aura des chefs d'État qui, par peur de quitter le pouvoir, par peur de perdre les privilèges, s'accrocheront au pouvoir par des révisions opportunistes, il y aura toujours des crises au sein de la communauté et il y aura toujours ce que nous déplorons tous, le coup d'État militaire. Voilà. Alors, Monsieur Loukman, est-ce que vous avez la même lecture des choses? Est-ce que en Afrique, c'est si difficile? Est-ce que c'est vraiment antidémocratique, peut-être, de parler d'un troisième mandat ou d'un troisième mandat où ce sont les hommes qui ont des difficultés à comprendre les textes ou à avoir une très bonne compréhension des textes, avoir des difficultés dans leur mise en application? Je pense que le problème que nous avons en Afrique, c'est le problème d'éducation, je l'ai dit quand on parlait de la corruption, d'éducation du citoyen, de responsabilisation du leader politique ou du leader là où il se trouve sur le respect des tests que nous mettons en place. D'abord, le processus de conception de ces tests-là, le processus d'adoption de ces tests-là et la responsabilité que nous avons à divers niveaux de respecter ces tests-là. Vous savez, la question de limitation des mandats, c'est un principe qui a eu dans beaucoup d'États pour éviter au fait la monopolisation du pouvoir politique. Et lorsque vous regardez pourquoi les gens cherchent à monopoliser le pouvoir politique, c'est parce qu'ils ont peur peut-être de perdre des avantages. Les avantages et privilèges qui sont liés à leur fonction politique, que soit-il des chefs d'État, parce que quelquefois même, ce n'est pas les chefs d'État même qui veulent. Ils sont suscités par des militants, par des proches, par des ministres ou des gens qui ont peur de partir, ont peur de perdre des avantages. Ils ont peur de rendre compte parce que dans leur gestion, ils sont peut-être conscients de ce qu'ils ont eu à faire des malversations, ils ont posé des actes pour lesquels ils doivent rendre compte et ils ont peur de rendre compte. Et le troisième aspect, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas des populations éduquées qui sont capables de dire à ces gens-là, nous ne sommes pas en mesure de vous soutenir pour aller vers ce qui se passe. Quand vous revenez au test, la question de limitation des mandats, moi je l'ai vu quand j'analyse un peu les tests en Afrique, je vois trois types de limitation de mandats. Le premier type de limitation de mandat, c'est les limitations où on dit que vous ne pouvez que faire 2 mandats dans votre vie. C'est le cas que vous avez par exemple aujourd'hui en Afrique du Sud, vous avez en Algérie et que vous avez au Bénin. Vous ne pouvez faire que 2 mandats dans votre vie. Le deuxième type de limitation de mandat sur lequel... Au Nigeria aussi. Oui, au Nigeria, je pense aussi. Le deuxième type de limitation de mandat, c'est celui qui dit que vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Il y a des pays en Afrique qui le demandent aujourd'hui, c'est-à-dire que vous faites 2 mandats, vous partez et vous revenez faire 2 mandats. Ce que, ironiquement, on appelle à la poutine, mais que nous avons aussi. Nous avons ça aussi dans nos États en Afrique, il y a des pays qui le font. Le troisième type de limitation de mandat que nous avons voulu expérimenter au Bénin et que malheureusement nos amis d'en face ne nous ont pas permis de faire, c'est la limitation qui interdit la réélection d'un président. C'est-à-dire le président vient, il fait un mandat unique. On a des pays comme... 7 ans, par exemple. Voilà, ou de 5 ans. On a des pays comme le Mexique, la Colombie, où quand le président vient, il fait juste un mandat, on ne limite pas son mandat. Parce que généralement, quelqu'un l'a dit, le temps qu'on prend pour chercher à être maintenu au pouvoir, l'énergie qu'on utilise pour chercher à se maintenir au pouvoir, on ne l'utilise pas, on n'utilise même pas la moitié pour diriger. Et qu'est-ce qui se passe dans la gestion de nos États? C'est la corruption, c'est le népotisme, c'est la gestion peu orthodoxe, opaque des ressources. Et on a peur lorsqu'on part, qu'est-ce qui va se passer? On a aussi une culture, quelquefois les gens le disent ironiquement, mais c'est vrai. On a la culture de ce qu'on dit qu'en Afrique, le chef ne voit pas son dauphin ou ne voit pas son successeur et que lorsqu'on vient au pouvoir, il faut rester au pouvoir jusqu'à la fin. Alors que depuis un certain nombre d'années, nous sommes convenus dans la plupart de nos États. Ce n'est pas pour rien que nous appelons nos États républiques. Nous avons convenu d'un certain nombre de principes démocratiques. Il faut que nous encourageons davantage les leaders politiques, les chefs d'État dans les différents pays,
quel que soit le modèle qu'ils choisissent, parce qu'il n'y a pas de modèle calqué de limitation de mandat. La France, par exemple, n'est pas dans une limitation absolue de 2 mandats. Vous faites 2 mandats consécutifs, vous pouvez partir et revenir. Les États-Unis sont dans une limitation absolue de 2 mandats. Quel que soit le modèle de limitation que vous choisissez au niveau de vos États, il y a un devoir de responsabilité et de respect de la parole pour respecter, pour aller vers cette voie-là. Nous, aujourd'hui, au Bénin, nous avons la chance d'avoir fait un choix de limitation de 2 mandats. Oui. Et je pense que les acteurs politiques, les populations, au-delà de leurs intérêts, au-delà des calculs et de leurs désirs, doivent nous accompagner en tant qu'État, en tant que République, à montrer que nous pouvons davantage briller sur la scène internationale à travers le respect des normes constitutionnelles, le respect des principes démocratiques que nous nous sommes fixés. Oui, Monsieur Ruben, la question, je reviens toujours sur la question, est-ce que allons-nous dire que quand on parle de 3e mandat, oui, le 3e mandat ou 2 mandats, ce sont les tests qui ont été élaborés à partir d'un consensus, c'est-à-dire les forces du pays se sont entendues sur ces points-là. Est-ce que, au cas où la nécessité l'obligerait, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être revenir sur le contenu, la compréhension des tests et pour permettre peut-être, c'est ce qui se passe dans certains pays, un 3e mandat, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que dans ces conditions, c'est véritablement antidémocratique? Oui, mais vous savez, tout ce qui est fait sans le peuple et contre le peuple est antidémocratique. Dans une démocratie, tout ce qui est fait sans le peuple et contre le peuple est antidémocratique. Lorsque vous êtes fixé une constitution qui limite le mandat à 2, lorsque vous faites vos 2 mandats, il faut partir et permettre à d'autres personnes de continuer l'œuvre. Mais lorsque la peur... Que ce soit votre successeur ou de l'opposition? De l'opposition ou de la mouvance. Vous voyez, au Ghana, l'actuel président du Ghana, il avait perdu les élections. Oui. Il est revenu au pouvoir. Donc, avoir la culture de parti, peut-être, lorsque vous voyez que vous avez perdu, et avoir la culture de respecter les lois que nous nous sommes fixées. C'est ce qui manque. Et aussi, au niveau de la communauté, il y a une gestion des questions politiques à géométrie variable qui encourage certains dirigeants à dire « Ah, mais de l'autre côté, mon voisin, il a essayé un 3e mandat. Pourtant, nous avons dit au sein de la communauté qu'il faut limiter les mandats à 2. Mais il a essayé, il l'a fait, mais la CEDEAO n'a rien dit. Au contraire... il y a un assurage, il y a des traités additionnels. Lorsque c'est comme ça, ça encourage d'autres dirigeants, membres de cette même communauté, à essayer un mandat anticonstitutionnel, à trépatouiller la Constitution et à faire un 3e mandat. Le problème se pose quand vous prenez la Guinée, par exemple. Aujourd'hui, c'est un militaire qui dirige la Guinée, mais tout est parti de la volonté d'un 3e mandat. Tout est parti de là, de la volonté d'un 3e mandat. Donc, si dans la communauté, nous nous attelons à respecter nous-mêmes nos textes, les constitutions de nos États, je crois que normalement, la question du 3e mandat ou du mandat antidémocratique ne devait pas se poser. Au Bénin, depuis 1990, malgré nos difficultés, malgré nos querelles politiques, de 1990 à aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a une alternance. 2 mandats au plus et quelqu'un d'autre vient prendre la relève. Et il faut pérenniser l'héritage que nous avons hérité de nos pères en 1990. Si c'est comme ça, dans tous les pays de notre communauté, normalement, le débat ne devait pas se poser. Et le risque des mandats anticonstitutionnels, comme on dit, antidémocratiques, c'est l'instabilité. C'est le champ à toutes les possibilités. Et aujourd'hui, on en est là. Il y a 3 pays membres qui étaient des membres de notre communauté qui ont décidé de la CEDEAO, oui, qui se sont retirés parce qu'ils ont pris le pouvoir par les armes et ils refusent de faire une transition démocratique selon les exigences de la communauté. Donc, si nous sommes dans la communauté et chaque pays membre de la communauté respecte les lois, les traités, et respecte la constitution
parce que chaque pays est aussi souverain dans cette communauté, respecte la constitution de son pays et que les dirigeants n'ont pas la peur de quitter les privilèges. Mais Macky Sall, il a quitté le pouvoir au Sénégal. Le Sénégal, finalement. Mais est-ce que le Sénégal est toujours là? Donc il faut que nos dirigeants et les proches surtout des dirigeants travaillent pour que nous puissions, chaque pays membre de la communauté puisse respecter les lois de la République. Et quand nous parlons de loi, nous parlons de la Constitution. Donc dès que vous décidez de façon opportuniste de réviser une Constitution sans le peuple, c'est-à-dire que si c'est un référendum, si c'est un référendum, et vous interrogez le peuple, et vous permettez aux partisans du oui d'aller faire campagne, et aux partisans du non d'aller faire campagne, et le peuple en retour vous dit oui ou non, et vous donne le OK, oui, là on peut dire oui, c'est le peuple qui vous a permis de modifier la Constitution. Mais lorsque vous décidez, parce que vous jugez d'une majorité au niveau du Parlement, et à la fin du mandat, vous décidez de réviser la Constitution pour faire un troisième mandat, c'est antidémocratique. Et ce n'est que ces coups d'État institutionnels qui amènent les crises, les instabilités et donnent la possibilité à certains militaires qui, leur place devait être dans les casernes, se retrouvent au palais en train de diriger des États et nous voyons les conséquences aujourd'hui avec le retrait de 3 pays membres de notre communauté. Monsieur Loukman, sur la question, nous allons... Je pense que ne tombons pas aussi dans le piège du référendum. Parce que nous savons aussi comment est-ce que les référendums sont organisés. Vous parlez antidémocratique. Oui, je sais comment est-ce qu'on sait aussi un peu comment les référendums sont organisés. On suscite des référendums. Je pense que le principe devait être le principe devait être que la Constitution sur laquelle vous avez prêté serment, vous respectez la Constitution qui vous a amené au pouvoir, vous respectez cette Constitution et que vous partez après. Vous partez après. S'il y a des faiblesses, qu'il y a des éléments que vous puissiez susciter le débat, la discussion pour que d'autres qui viennent après vous puissent être en mesure de changer ces trucs-là. Malheureusement, lorsqu'on change la Constitution, quelquefois, le débat vient des partisans, des amis, des proches qui vous demandent de rester au pouvoir ou qui commencent par rentrer tout le temps dans les considérations de nouvelle république, de premier mandat de la nouvelle république qu'on vient de finir. Aujourd'hui, les gens ne parlent même plus de troisième mandat, il faut parler de premier mandat de la nouvelle république. Ce sont vos partisans? Non, je ne parle pas de... Non, nous, on n'a pas de partisans. Ce sont vos militants? Non, vous n'avez pas de militants au niveau du BR aujourd'hui. Les militants les plus responsables... Non, mais il y a des militants BR... Les militants les plus responsables... Il y a des militants BR qui se sont adonnés à cet exercice. Les militants les plus responsables et les plus républicains. Attends, vous reconnaissez qu'il y a des militants BR... Il y a des militants BR qui se sont adonnés à cet exercice récemment. Les militants les plus responsables. Mais reconnaissez qu'il y a des militants BR aujourd'hui qui se sont donnés à cet exercice d'appeler à des mandats anticonstitutionnels. Les militants sans que le parti de l'extension... Nous sommes presque à la fin de l'émission. Les militants responsables et républicains du bloc républicain que je connais, ces militants aujourd'hui sont conscients de ce que nous sommes à la fin du second, si vous voulez, du deuxième et dernier mandat constitutionnel du président Patrice Talon. Donc, quand vous dites que c'est chez nous, que c'est nos militants... Oui, mais c'est chez vous. Moi, je vous parle des militants responsables. Et sans que le parti sanctionne ces militants. Parce que tout commence par là. Tout commence par ceux-là qui commencent par mettre des idées dans la tête de celui qui est sur le départ. Mais et c'est ceux-là qu'un parti politique bien organisé doit sanctionner. Le parti trouvera forcément... Malheureusement, vous êtes pressé de la sanction, le parti trouvera le moyen, mais le parti trouvera le moyen de sanctionner. Mais quoi qu'on dise aujourd'hui, Monsieur Théodule, très rapidement, en 15 secondes, très rapidement, s'il vous plaît. Moi, j'invite tous les dirigeants de la communauté ouest-africaine, de la CEDEAO, à ne pas avoir peur de partir. Lorsqu'on fait bien, lorsqu'on travaille réellement pour le développement de son pays, on n'a pas peur de partir et de laisser quelqu'un d'autre continuer. Monsieur Loukman, 15 secondes pour clôturer aussi. Oui, mon vœu le plus cher, c'est que
le Bénin continue d'être un pays école en matière de limitation de mandat, en matière de respect des constitutions. Et je pense que le président Patrice Talon, que nous accompagnons depuis un certain nombre d'années, a déjà saisi cette pêche-là qui a été tendue depuis il y a quelques années par un groupe de jeunes de la société civile. Il a martelé plusieurs fois. Nous allons continuer de travailler pour que les autres pays de la communauté, les autres pays de l'Afrique puissent mettre dans leur dynamique de développement, dans leur dynamique communautaire, dans leur mode de vie, le respect des constitutions et les limitations des mandats qu'ils auraient choisis ou qu'ils auraient opérés à un moment donné. Voilà, c'était Lukman Tidjani. Pour sensibiliser vos militants au respect de la Constitution aussi. Monsieur Lukman Tidjani du BR et Ruben Abadagan. S'il vous plaît, monsieur Lukman, nous sommes à la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. C'était la quête du 3e mandat en Afrique. Est-elle si antidémocratique? Et puis, nous sommes intéressés sur cette question, la lutte contre la corruption. Eh bien, nous avons constaté tous, au moins, et sur ce point, il y a eu convergence d'idées. Le Bénin fait des exploits, fait donc du progrès dans la lutte contre la corruption. Et nous en appelons à cette continuité pour que nous occupions beaucoup plus d'autres places. Merci de nous avoir suivis. Dimanche politique se poursuit juste après nous, c'est 26 minutes en Afrique et dans le monde.